Regardez ce pauvre crabe, il a été aspiré dans une fente de tuyau causée par un incident Delta P. C'est impressionnant et c'est ce qui est arrivé à 5 plongeurs le 25 février 2022, aspirés violemment dans un tuyau alors qu'ils effectuaient des réparations sur un pipeline. L'horreur absolue. Le tuyau fait 76 cm de diamètre et 365 mètres de longueur. À l'intérieur, c'est le noir complet et le pire, c'est qu'une poche d'air existe vers le milieu du tuyau qui va être la raison d'une interminable agonie pour 4 des 5 plongeurs. Et il y a encore pire. Il y a un enregistrement audio qui témoigne de ce qu'a enduré les plongeurs et ça fait froid dans le dos. Voici l'histoire de cette tragédie. Sur TikTok, vous avez été des milliers à me demander de raconter cette histoire. Elle a d'ailleurs été racontée par plein de TikTokers ou YouTubeurs américains ou français comme Toonie, François Clavier et plein d'autres. Vous la connaissez donc certainement. J'ai très envie aussi de vous la raconter à ma manière et je vais faire un focus sur la responsabilité des parties prenantes qui rend un caractère complexe à ce drame. Fizal, Kazim, Rishi, Youssouf et Christopher, dit Chris, sont des plongeurs de la société de maintenance LMCS qui assure l'entretien des oléoducs de la société Paria Fuel Trading Company. Paria, c'est une entreprise publique basée en République de Trinité et Tobago, un petit état formé de 2 îles principales. Au passage, seul pays inscrit sur la liste noire des paradis fiscaux. L'activité de Paria est concentrée sur la ville de Pointe-à-Pierre et consiste principalement à assurer le négoce et la distribution de produits pétroliers. Quand un tanker qui transporte des produits pétroliers arrive à Pointe-à-Pierre, il doit décharger sa marchandise, par exemple du pétrole, qui est stocké ensuite dans d'immenses citernes. Quand le produit est acheté par un client, le pétrole repart à bord d'un autre tanker vers son lieu de livraison. C'est le job de Paria. Pour décharger le pétrole, il y a une installation technique, un pipeline. On parle d'oléoduc en français dans le cas d'un transport de pétrole. Le pipeline forme un U qui part de la mer pour que le bateau puisse y accéder et qui rejoint les citernes sur la terre ferme. Il fonctionne sous pression, avec d'un côté une station d'injection qui envoie le pétrole, au milieu des stations relais de pompage pour rehausser la pression et maintenir la vitesse de transfert du pétrole, et enfin de l'autre côté, une station d'arrivée qui est en général un réservoir de stockage. Le transport en pipeline, comme beaucoup d'activités industrielles, présente un danger. Il existe donc une réglementation et des procédures pour intervenir sur les installations. Paria sous-traite la maintenance et l'entretien à la société LMCS. Une réunion d'équipe est donc prévue avant l'intervention des 5 plongeurs de LMCS avec une équipe logistique de Paria. Et il semblerait qu'une erreur opérationnelle se soit produite durant cette réunion. La réunion doit définir les conditions d'intervention des plongeurs. On a appris après le drame que le pipeline avait déjà subi des incidents de pression et que les problèmes étaient connus chez Paria. Durant la réunion, les 2 sociétés en ont même discuté et ont évoqué la réalisation de tests de sécurité sur le tuyau par une autre équipe avant que les plongeurs ne descendent. Mais ces tests n'ont pas encore été exécutés. Vous qui regardez cette vidéo, vous vous dites comme moi que si un problème est connu sur un tuyau sous pression, c'est du bon sens, c'est un principe de précaution et de responsabilité que de demander d'effectuer cette vérification avant d'envoyer des hommes sous l'eau. Eh bien non, les plongeurs ont quand même eu le feu vert pour descendre. Voyons ce qui s'est passé sous l'eau le 25 février aux environs de 15 h. Lors de l'intervention, une cloche est installée au-dessus du pipeline pour permettre d'évacuer l'eau de mer autour du tuyau et travailler au sec sur l'installation et surtout pour éviter que l'eau n'entre dans le tuyau. Une fois cette cloche installée, les plongeurs entrent par en dessous et peuvent ensuite ôter leur matériel de plongée pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. C'est ce que vont faire les 5 plongeurs. Et l'arrivée sous la cloche a été filmée. On voit un peu plus tôt Kazim, un des plongeurs, prendre une clé à molette donnée par un employé de Paria, puis plonger pour accéder à la cloche. Apparemment, les plongeurs remarquent un problème. La maintenance consiste à retirer un bouchon gonflable qui a été installé 15 jours avant afin de rendre totalement étanche le tuyau. Mais un incident Delta P va se produire. Delta, ça veut dire une différence. Et P, pression. Un incident Delta P, c'est une chute de pression dans un système de tuyauterie.
C'est la cause première d'accidents mortels dans le secteur de la plongée industrielle. Depuis 1974, on en recense des centaines. Dans la majorité des cas, les accidents auraient pu être évités et dans la majorité des cas, les victimes ne s'en sortent pas vivantes. Un incident delta P engendre un vortex dans lequel vous êtes aspiré violemment. Il n'y a qu'à revoir ce pauvre crabe pour constater la violence et la force d'un vortex créé par une pression différentielle. Quand ils ont commencé à dégonfler le bouchon, Chris dit aux autres « Qu'est-ce qui se passe ? Écoutez, ce truc se remplit. Sortons d'ici !» Une seconde après, les 5 plongeurs sont aspirés instantanément dans le tuyau large de 76 cm comme pris dans une tornade. Chris dit qu'il a heurté les parois du tuyau, senti des débris cogner sur lui et retenu sa respiration jusqu'à ce que ses poumons lui fassent mal. Le vortex et la violence de l'aspiration vont faire des dégâts sur les corps. Fractures aux bras, aux jambes, choc à la tête. « Je me suis préparé pour le paradis », dira Chris. En quelques secondes, ils se retrouvent loin dans le tuyau et par miracle, ou pour leur plus grand malheur, dans une poche d'air qui se trouve dans une déformation du pipeline, peut-être causée par un précédent delta P quelques semaines plus tôt. Vous savez le petit problème évoqué par Paria lors de la réunion. Durant l'aspiration dans le tuyau et l'arrivée dans la poche d'air, véritable zone de l'enfer gorgée de pétrole, la caméra continue d'enregistrer le drame. Les 5 plongeurs se retrouvent prisonniers à l'intérieur du tuyau. Tous, à cet instant, sont vivants. Ils communiquent d'ailleurs entre eux. Chris tente de plaisanter ou de rassurer, mais la situation est vraiment terrifiante. Pris au piège dans cette bulle d'air, dans le noir complet, leurs têtes ne sortent que de quelques centimètres pour pouvoir respirer. Totalement désorientés et dans un état physique préoccupant, comment savoir où ils se trouvent, à quelle profondeur, quelle direction prendre pour trouver la sortie ? Les minutes vont s'écouler, puis les heures, 3 heures qu'ils sont maintenant coincés. Qu'ont-ils ressenti dans ces moments-là ? C'est toujours une question que je me pose quand je pense à ces instants où les victimes vivent un drame de cette envergure. Est-ce qu'à l'extérieur, les secours s'organisent pour venir les chercher ? Eh bien, figurez-vous qu'à l'extérieur, personne n'a conscience du drame qui est en train de se jouer à plusieurs mètres sous la surface. Personne n'imagine à cet instant que 5 plongeurs sont en train de vivre un cauchemar dans un tunnel gorgé de pétrole, agonisant dans le noir. Tout s'est déroulé à l'abri des regards. Chris va témoigner sur ces instants. J'étais dans un état de panique. Je n'étais pas sûr d'être mort. Je n'étais pas sûr d'être en vie. Je ne savais pas si j'étais au paradis ou en enfer ou dans le pipeline. À l'intérieur, c'était comme un incroyable cauchemar. Tes yeux brûlent. Chaque fois que tu essayes d'ouvrir les yeux, cela te brûle. Il fait noir. On ne voyait absolument rien. Les 5 plongeurs sont effrayés par la situation et Kazim crie aux autres que s'ils bougent, ils sont morts. Chris communique beaucoup avec ses collègues et leur suggère au contraire qu'il faut partir, commencer à bouger. Il essaye de les motiver. Les 5 plongeurs font de terribles efforts pour tenter d'avancer. Ils se sont accrochés les uns aux autres et se traînent centimètre par centimètre.
Chris découvre en avançant la caméra GoPro de Kazim. Il pense un instant à filmer un message d'adieu pour ses proches, mais décide de ne pas le faire. Il parcourt environ 5 mètres et tombe sur une bouteille d'oxygène. Il réalise alors qu'il doit sortir pour donner l'alerte. Il réussit à ramper le long du tuyau, laisse ses camarades derrière lui, traverse des sections complètement inondées et atteint, sans vraiment le savoir, l'entrée où ils ont été aspirés. Il remonte et s'accroche à une chaîne, mais ne parvient pas à sortir. Il va alors cogner contre le tuyau et appeler à l'aide. Par miracle, un plongeur, suivi d'un autre, entre dans la chambre et réussissent à l'extraire enfin de son piège. Chris informe que d'autres hommes sont vivants et coincés dans le tuyau, et qu'il faut absolument aller les chercher maintenant. Les 2 hommes tempèrent et lui répondent qu'ils attendent du renfort. Plusieurs prestataires de services spécialisés pour le sauvetage sont engagés pour sauver les 4 hommes restant au fond du tuyau. Le personnel d'Heritage Petroleum, une autre compagnie pétrolière, et des gardes-côtes viennent également en renfort. Chris, avant d'être envoyé à l'hôpital, supplie à nouveau d'envoyer des plongeurs dans le tuyau pour sauver ses collègues encore vivants. Mais Paria refuse. Trop dangereux. On marche sur des œufs. La connaissance du pipeline est insuffisante. On ignore l'emplacement du bouchon et pour couronner la décision, on a peur du suraccident qui avait déjà eu lieu lors d'un précédent incident. On ne peut pas risquer d'envoyer des hommes dans un tuyau gorgé de pétrole. Ils risqueraient d'y laisser leur peau. D'ailleurs, les entreprises engagées dans le sauvetage refusent toutes de descendre. Qu'auriez-vous fait? C'est pas évident comme question. Vous savez qu'il y a des gens vivants coincés dans le tuyau. Si vous envoyez des plongeurs secouristes pour aller les chercher, vous pouvez les sauver. Mais vous pouvez aussi envoyer ces hommes risquer leur propre vie et avoir le poids de leur mort sur votre conscience toute votre vie. Pourtant, il y a une nuance. Il y a des plongeurs volontaires qui veulent descendre. C'est le cas de Michael Kurban de la société LMCS et fils de Fizal. Ses collègues et son père sont en bas, alors il entre dans le tuyau sans autorisation, mais sa tentative s'avère infructueuse. 2 autres plongeurs sont également prêts pour une tentative de sauvetage. Mais les spécialistes présents sur les lieux du drame stoppent l'initiative, notamment celui qui prend la décision, Colin Piper, le responsable des opérations de sauvetage. D'après eux, il faudrait minimum entre 6 et 7 plongeurs expérimentés pour réussir le sauvetage. Et les équipes sur place ne disposent pas de ces plongeurs expérimentés. La décision est prise par Piper. Personne ne descend dans le tuyau. Trop dangereux. Le lendemain, des plongeurs inspectent l'extérieur de l'installation pour voir si un accès peut être envisagé et tentent d'identifier la position des plongeurs encore coincés en tapant sur les parois du pipeline. Leur témoignage est glaçant. Ils pensent avoir entendu cogner dans le tuyau. Il y avait donc encore des plongeurs vivants, plusieurs heures après leur aspiration dans le tuyau et la sortie de Chris. Les familles des plongeurs sont arrivées le 25 dans l'après-midi et attendent des nouvelles des opérations en cours. Le 26, on leur explique que la situation est compliquée. Point. L'attente doit être intenable pour les proches. Les familles passent petit à petit de l'effroi à la colère. Pourquoi ne descend-on pas les sauver? Il y a une raison évoquée par Paria. Des caméras et des chenilles sous-marines sont envoyées pour évaluer la situation. Les images montrent qu'on ne peut pas aller au-delà d'une trentaine de mètres. Du matériel de plongée bloque le passage. Et les images suggèrent aux spécialistes que la probabilité de survie des plongeurs est dorénavant très faible. Le 27 février, lors d'un communiqué de presse, le président de Paria, Newman George, indique que les plongeurs sont présumés morts et que l'opération de sauvetage est désormais une opération de récupération des corps. Toutes les journées du 27 et du 28 sont consacrées à dégager le tuyau de tout ce qui entrave le passage des secours. Puis, le 28 février, vers 19h, la nouvelle tombe. Paria déclare que 3 corps ont été retrouvés et que le 4e est en cours de recherche. Il ne sera retrouvé que le 6 mars, 3 jours après. L'avocat de Paria prend la parole. Paria Fuel Trading Company n'avait aucune responsabilité légale dans le sauvetage des 5 plongeurs. La commission d'enquête sur la tragédie mentionne également que la seule obligation de la compagnie pétrolière était de soutenir les plans d'urgence et d'action de sauvetage que LMCS, la société sous-traitante qui employait les 5 plongeurs, avait mis en place pour aller les sauver. Alors notre première réaction quand on entend ça, c'est, comme celle des familles, la colère. Mais cela semble plus complexe que ça. Il y a différentes manières d'appréhender l'événement,
différents prismes. Si on cartographie la dimension émotionnelle de l'accident, on peut voir les choses comme ceci. Si on se place du côté des familles, l'émotion est extrêmement forte, puisque cela concerne des proches et le chamboulement d'un équilibre familial. Si on se place du côté de Paria, la société, il faut filtrer l'émotion et défendre l'intérêt de l'entreprise. L'émotion est réduite à son minimum, puisqu'on défend une personne morale, et donc ses intérêts. Et c'est souvent quand ces deux mondes diamétralement opposés s'affrontent que l'incompréhension et la colère d'une des parties est la plus exacerbée. Naturellement, on a tendance à prendre le parti des familles et c'est bien normal. Si maintenant on cartographie la question des responsabilités, on voit le drame avec un prisme différent. On imagine une responsabilité très forte de la part de Paria et bien sûr aucune du côté des familles. Et la question centrale qui va être au cœur des débats de la commission d'enquête, c'est où placer le curseur de responsabilité des 5 plongeurs, celui de LMCS et celui des sauveteurs, en particulier du responsable des opérations de sauvetage, Piper, qui a pris la décision de ne pas envoyer d'hommes et qui représente les intérêts de Paria. Il faut donc remonter au premier événement, la réunion entre l'équipe logistique de Paria et celle de LMCS. Durant cette réunion, tôt le matin, Chris se souvient d'avoir parlé des travaux sur la colonne montante. Ils ont discuté du travail à effectuer, de ses étapes et du danger potentiel, mais que Delta P ne faisait pas partie des problèmes soulevés. Après la réunion, les 5 plongeurs sont descendus travailler sous la cloche et constatent une déformation du tuyau, notamment que les joints ne peuvent pas s'ajuster et qu'il faut donc attendre qu'une autre équipe termine les tests sur la ligne. L'équipe de plongeurs remonte, informe du problème et déjeune pendant que les équipes de Paria et LMCS discutent de la question de ce tuyau déformé. Après le déjeuner, Kazim, qui a apparemment suivi une partie des discussions, revient et informe l'équipe qu'elle est autorisée à continuer le travail sans le test. Les 5 plongeurs redescendent sous la cloche et vous connaissez la suite. Alors qui est réellement responsable? Paria se défend en disant qu'il n'a pas délivré le permis de travail à l'équipe. LMCS affirme qu'ils ont eu le feu vert durant cette réunion. Est-ce que Kazim a pris seul la décision de faire redescendre l'équipe? Et pourquoi aurait-il pris cette décision? Peut-être parce que Kazim, paix à son âme, était le fils du patron de LMCS et que ne pas descendre sous la cloche aurait eu des répercussions financières sur l'activité de l'entreprise. Vous voyez, ce n'est pas aussi simple que ça. Et il y a une autre responsabilité qui fait débat. Pourquoi Paria a refusé d'envoyer des plongeurs au moment du sauvetage? Colin Piper, le chef des opérations de sauvetage de Paria, a systématiquement refusé d'entendre les propositions qu'on lui soumettait et stoppé toutes les tentatives de sauvetage, notamment celles proposées par LMCS. Pourquoi? L'intéressé se défend en mettant en avant le caractère émotionnel du sauvetage et les compétences manquantes pour effectuer un secours, notamment le vendredi soir, quelques heures après le drame. Il déclare ceci à la commission d'enquête. Comprenez-vous à quoi nous avons été confrontés? Quand vous devez prendre la décision d'envoyer un homme dans un pipeline de 400 mètres de long, vous n'avez aucune idée de l'endroit où cet homme va. Vous n'avez aucune idée de ce à quoi cet homme va faire face. Si vous croyez que je suis resté assis là et que j'ai décidé de ne pas envoyer un homme dans un tuyau, vous ne comprenez tout simplement pas ce que nous avons vécu cette nuit-là. Les hommes étaient chargés d'émotions et ce n'était pas le meilleur groupe pour le sauvetage. La vie de quelqu'un pourrait être perdue. C'était un exercice d'équilibre. Est-ce qu'on peut comprendre les décisions de Piper? Est-ce qu'à sa place, vous auriez tout tenté pour sauver 4 hommes, au risque d'en envoyer d'autres à la mort? Et s'il avait pris cette décision d'envoyer ces hommes, et qu'il y avait eu des morts, est-ce qu'on lui aurait reproché ensuite? Vous voyez, ce n'est pas aussi simple que ça. Ce qui fait autorité aujourd'hui, et qui ne fait aucun débat, c'est la souffrance d'un survivant et des familles. C'est une erreur opérationnelle, donc humaine, qui a engendré cette catastrophe. La question des responsabilités est encore débattue à l'heure où je vous parle. OSA, l'autorité et l'agence de sécurité et de santé au travail ont déposé une plainte contre Paria et LMCS devant le tribunal du travail. Paria est accusé d'homicide involontaire coupable et OSA déclare qu'il existe des preuves permettant de poursuivre en justice le chef des opérations de Paria, Colin Piper, et le propriétaire de LMCS, Kazim Ali Senior, individuellement, ainsi que Paria et LMCS en tant qu'employeurs, pour des infractions à la loi sur la sécurité et la santé au travail. L'affaire suit donc son cours. Aujourd'hui, il reste de cette tragédie un survivant et des familles qui, à ce jour, n'ont reçu aucune aide de Paria ni de LMCS. Chris est marqué à vie et déclare qu'il est en ce moment dans une spirale descendante. Terreur nocturne, phobie de l'eau,
cauchemar réveillé, culpabilité, angoisse de ne pas subvenir aux besoins de sa famille. Paria n'a pas encore payé LMCS pour le contrat d'entretien et de maintenance, et Chris, lui, n'arrive plus à travailler. Les familles sont également en colère et demandent réparation financière. Depuis le 25 février 2022, elles n'ont absolument rien reçu, aucune aide. Et c'est là où leur colère est compréhensible. Bien sûr, l'argent ne remplace pas les morts, ni la souffrance, mais elle peut aider à reconstruire un équilibre. Pourquoi une entreprise morale qui fait des millions d'euros de chiffre d'affaires, qui emploie des personnes sur des postes à risque, qui est responsable des procédures et décisions qui lui permettent de développer son activité, est-elle hermétique à la souffrance des individus qui contribuent pourtant à son enrichissement ? Est-ce qu'une somme d'argent est si difficile à lâcher pour une entreprise de cette taille ? Chris a déclaré, lui, qu'il espérait que le rapport final de la commission d'enquête sur la tragédie apporterait des changements dans cette industrie.